Bonjour tout le monde, bienvenue au 7e cours de Pouvoir, démocratie, liberté. Aujourd'hui, en fait, on termine un bloc complet, le bloc portant dans le fond sur les principaux concepts de la science politique. Et on finit ça aujourd'hui avec les régimes autoritaires. En fait, le titre du cours, Comment se porte la démocratie dans le monde? C'est plus pour établir un portrait essentiellement parce que oui, il y a des dictatures, oui, il y a des démocraties, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire qu'il y a des dictatures qui vont par moments s'affaiblir et tranquillement se transformer en démocratie ou soudainement sous l'impulsion, par exemple, d'une révolte. Et à l'inverse, il y a des démocraties qui peuvent s'affaiblir elles aussi et verser vers un régime autoritaire, vers une forme de dictature. Donc, il faut essayer un peu de faire le portrait de tout ça, puis c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, premièrement en abordant la question, on pourrait dire, de la démocratie puis de la liberté à l'échelle globale. Ensuite de ça, on va voir un peu que ce qu'on entend par système autoritaire ou dictature, comme on l'appelle plus communément. On va voir les différents modèles qui existent actuellement dans le monde. Et on va terminer ça en fait avec un modèle un peu particulier, c'est-à-dire le totalitarisme, le modèle totalitaire qui est aujourd'hui, sauf pour un seul État, la Corée du Nord, qui est à peu près disparu, mais qui peut encore ressurgir dans des contextes assez particuliers. Si on regarde la citation juste au-dessus de moi, en fait, on dit le virus attaque ceux qui avaient déjà les défenses démocratiques affaiblies en accélérant des processus de régression démocratique en cours. C'est tout récent, en fait, c'est le secrétaire général de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, Kevin Casa-Zamora, qui souligne le fait que l'actuelle pandémie a accéléré, on pourrait dire, la dégradation de certaines démocraties dans le monde. Donc, ça vient amplifier un peu le phénomène et ça vient éroder de plus en plus certaines libertés. On va voir un peu pourquoi dans les diapos qui suivent. Si on veut un portrait global de la situation, en fait, la carte qu'on a devant nous, c'est celle de la Freedom House, qui est une organisation non gouvernementale, une ONG, qui chaque année publie un peu un état de la liberté dans le monde. Donc ici, état de la liberté, c'est essentiellement basé sur différents critères, sur la possibilité pour les gens, par exemple, de manifester, d'exprimer leur opinion, de participer, on pourrait dire, politiquement, de s'organiser en groupe. Bon, il y a plusieurs éléments comme ça. Même la liberté sur Internet, elle est aussi considérée. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont être établis pour considérer comment un État est libre ou pas. Donc, comme vous pouvez voir, le petit schéma l'exprime un peu. En vert, c'est les États qui sont considérés comme ayant un bon score, donc étant très libre dans ce qu'on peut faire. Fait que vous pouvez voir, par exemple, que le Canada, les États-Unis, la majorité des pays européens font partie de ça et certains autres pays au sud de l'hémisphère. Partiellement libre, ben, on en a quelques-uns en jaune et non libre en mauve qu'on peut voir. Là, il y en a quand même beaucoup. En fait, le constat pour 2019-2020 est que la démocratie, selon le Freedom House, s'est affaiblie dans 80 des 192 États étudiés. Donc, il n'y a pas d'amélioration cette année. Puis en fait, 2019 est la 14e année où on constate un déclin des libertés dans le monde de façon générale. Donc, finalement, on pourrait dire que dans les derniers 15 ans, ça va moins bien de ce côté-là que ça pouvait aller auparavant. On reviendra un peu sur les raisons de ça prochainement. Puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on constate, c'est que là, on a voulu ajouter l'effet, comme je disais précédemment, de la pandémie de COVID-19 et on réalise que ça, tout simplement, ça fait qu'empirer les choses finalement. Ça permet à des gouvernements de resserrer certains droits, de resserrer sur certaines libertés, notamment il y a plus de surveillance qui est faite sur Internet, sur les applications, sur les téléphones. Même chez nous, il y a des gens qui se méfient de ça. On le voit avec ceux qui contestent, ceux qui s'inquiètent de certains complots, des choses comme ça.
Donc, ça vient beaucoup compliquer finalement l'ensemble de la situation. La question ici, c'est qui est en arrière de ça? Qui fait ça? C'est qui ces États-là? C'est qui les dirigeants d'État? Puis c'est ce qu'on va un petit peu regarder là, tout de suite après. Le constat qu'on fait actuellement, c'est qu'il y a une montée du populisme, du nationalisme et de l'autoritarisme. Bon, ici, il faut quand même faire attention à certains éléments, puis il faut un peu expliquer nos concepts. Le populisme, c'est quoi? Essentiellement, le populisme, c'est une approche, on pourrait dire, pour des politiciens. C'est une manière, disons, de parler à la population. C'est comme on dirait en bon québécois, ça serait de flatter la population dans le bon sens du poil. Donc, c'est de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, basé souvent sur des problèmes actuels, mais sans nécessairement apporter de solution, puis souvent en utilisant plutôt de la dénonciation, par exemple, mettre ça sur la faute de personnes, soit à l'intérieur de la société ou à l'extérieur, pour s'appuyer puis renforcer, on pourrait dire, son pouvoir, où là, ben, on a une partie de cette population-là qui va nous soutenir essentiellement parce qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Donc, c'est un peu ça le populisme. La définition est plus complexe, puis pour une définition plus complète, en fait, je vous renverrai à un site internet qui s'appelle Perspective Monde, qui est fait par l'Université de Sherbrooke, où vous pouvez voir là-dessus, en fait, ben, il y a tout un dictionnaire de sciences politiques, mais il y a le terme populisme et on le développe beaucoup plus que ce que je voulais vous présenter là. Mais si on veut prendre un exemple, ben, Trump, il en est un bon. Il est exactement l'emblème du populisme. Donc, il dit à sa base électorale, aux gens qui l'écoutent, ce que ces gens-là veulent entendre. Par exemple, il n'y a pas plus tard que cette semaine, Trump disait, il dit, si Joe Biden est élu, Joe Biden va écouter les scientifiques. Évidemment, ça a fait rire des gens. Ben oui, justement, c'est normal qu'on écoute un peu les scientifiques. Mais c'est pas complètement stupide d'avoir dit ça parce qu'il dit ça à des gens qui se méfient justement des scientifiques, qui ne croient pas en l'opinion des experts, qui ne croient pas en l'opinion des élites, parce que ces gens-là sont tannés de ça, ils ont l'impression d'être abusés par une certaine élite. Encore ici, on le voit un peu dans l'expression de certains complots. Donc, c'est ce type de discours-là qu'on voit s'exprimer dans ce qu'on appelle le populisme. Il y a un populisme qui peut être pas mauvais, mais là, on parle beaucoup plus ici, dans notre cas présent, d'un populisme plus pernicieux, si on peut dire ainsi. Même chose pour le nationalisme. Généralement, le nationalisme, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. C'est quelque chose, c'est quand on est une personne qui est nationaliste, c'est qu'on est souvent pour la défense puis la protection de notre propre nation. On en parle souvent au Québec. On va parler, par exemple, d'un nationalisme inclusif où là, il y a des gens qui on a un nationalisme, on défend l'idée du Québec, mais en intégrant qui veut bien participer à ce Québec-là. Mais il y a un nationalisme aussi plus exclusif, donc un nationalisme qui rejette les gens qui ne correspondent pas à l'image qu'on se fait de la nation. Le meilleur exemple de ça, évidemment, c'est l'époque de l'Allemagne nazie avec Adolf Hitler, où là, l'idée d'être allemand était définie selon une certaine image, selon certains principes, et si vous ne correspondiez pas à cette idée-là de qu'est-ce que c'était d'être un Allemand, ben évidemment, vous étiez dénoncé ou décrié comme un élément externe à ça. Et ça a été aussi loin qu'évidemment d'envoyer des gens dans des camps de concentration et voire même créer un génocide de la population juive qui vivait en Allemagne et en Europe de l'Est. Finalement, ben, ces deux éléments-là, populisme, nationalisme, peuvent amener une forme d'autoritarisme. Ce que ça va faire, c'est que souvent, c'est les gens qui écoutent ces dirigeants-là sont plus facilement, ou ils acceptent
plus facilement, on pourrait dire, une forme d'autoritarisme, donc une attitude plus autoritaire. On va outrepasser certains droits, outrepasser certaines lois. On va contourner ça, donc on va finalement mépriser certains éléments qu'on pourrait dire habituellement acceptés en démocratie. Bon, qu'est-ce qui nous emmène à tout ça? Il faut revoir un petit peu, faire reculer un peu en arrière dans le temps pour qu'on comprenne. En fait, si on revient en 1989-1990, on assiste à la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, et à ce moment-là, ben, il y a beaucoup d'espoir qui sont suscités sur l'idée que ben, la démocratie, elle est triomphante, c'est la mondialisation libérale, l'économie capitaliste qui va s'étendre à l'échelle de la planète, et évidemment, on va vivre dans une espèce de monde où il n'y aura plus d'idéologies qui vont se confronter, on va être dans des démocraties partout, c'est juste une question de temps avant que les dernières dictatures tombent, les gens vont se tanner, les peuples vont se lever. Bon, c'était pas aussi rose que ça, là, mais pour résumer, on pourrait dire un peu la situation, on avait ce genre de croyance-là qui a duré une partie des années 90. Évidemment, la réalité, elle vient toujours nous rattraper dans ce cadre-là, dans ces situations-là, et la réalité a beaucoup déçu jusqu'à aujourd'hui, notamment avec la crise économique de 2008. Ben là, en particulier dans les pays occidentaux, ce qu'on appelle la social-démocratie, donc un système politique, économique qui intervient plus avec un État qui intervient dans l'économie, où on va soutenir la classe moyenne, ben là, on a vu un recul constant dans plusieurs secteurs de cette social-démocratie-là. Et évidemment, un certain déclin de la classe moyenne, notamment dans le cas des États-Unis. C'est moins le cas au Canada, au Québec, parce qu'on a encore, on pourrait dire, un certain filet social, on a une meilleure social-démocratie, comme à d'autres endroits, là, on peut penser aux pays scandinaves en particulier, mais dans le cas des États-Unis, il y a beaucoup de déceptions là, qui sont encore présentes aujourd'hui. On voit toute une catégorie d'Américains qui voient leur situation économique stagner, qui ont l'impression qu'ils sont laissés de côté par les partis politiques. Et c'est ces gens-là, entre autres, qui ont contribué à l'élection de Donald Trump parce que Donald Trump parlait à ces gens-là. Donc, ça entraîne une perte de confiance dans les institutions politiques et finalement, ben, on a l'impression que les démocraties ne sont plus les lieux où on pouvait permettre l'expression des populations puis l'écoute de ces populations-là et un certain équilibre des pouvoirs entre les différents groupes dans la société. Donc ça va entraîner cette montée-là, on pourrait dire, des styles de leaders autoritaires, d'un certain populisme. On le voit dans la caricature juste à côté. Puis là, ici, on n'a pas juste des futurs dictateurs, on a déjà des dictateurs, vous voyez par exemple le Myanmar, l'Iran, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, mais là la caricature est un peu intéressante parce que d'un côté, c'est comme si la Russie, la Turquie étaient parmi ceux qui avaient mis le feu au bûcher de la liberté et les autres l'alimentent. Bon, l'Arabie Saoudite, comme c'est un pays pétrolier, eux autres, ils jettent de l'essence sur le feu. Et c'est drôle le contraste avec les autres États et la Chine. La Chine qui est comme plus développée, donc ils ont un soufflet, tandis que les autres ont des petits éventails pour alimenter le feu. Et dans tout ça, ben, on voit Trump, lui, qui se fait cuire des guimauves. C'est comme s'il était passif devant ça. En fait, sa façon d'en faire, il profite de la situation, puis ça exprime un peu la situation présente des États-Unis. Donc, on va avancer un peu plus là-dedans dans le prochain diaporama. Donc ici, on peut voir en fait un tableau des principaux leaders politiques qu'on considère comme étant des populistes, nationalistes aussi, et évidemment autoritaristes, parce que la majorité d'entre eux sont en train de tirer leur État de la démocratie vers un système plus autoritaire. Évidemment, à des degrés différents.
On n'a pas le même niveau, par exemple, aux États-Unis ou en Italie qu'on a, par exemple, avec la Russie de Poutine ou le Venezuela de Nicolas Maduro. Mais si on regarde un peu en bas, on dit qu'il y a un socle commun. En fait, la plupart vont exalter le sentiment nationaliste de leur population, donc ils vont être très nationalistes, ils vont être pour leur patrie, pour leur nation. Ils sont pas protectionnistes, c'est-à-dire qu'ils vont être moins enclins à ouvrir les frontières à leur économie et plutôt à protéger, essayer de protéger l'économie interne. Et ils sont anti-élites, donc ils s'opposent aux politiciens ou du moins aux élites de partis déjà bien établis. On le voit très bien là avec Trump, il a misé beaucoup là-dessus. Ils vont être anti-élites aussi au niveau intellectuel. On va s'opposer aux scientifiques, aux experts de différents domaines qui vont avoir des opinions sur des choses et qui donnent des fois l'impression d'être un peu au-dessus de la population ordinaire. On va s'adresser de cette façon-là. Et évidemment, après ça, il y a d'autres enjeux, vous voyez. Puis là, le graphique montre un peu où ces gens-là se positionne dans les différents enjeux, par exemple contre l'avortement, pas contre l'avortement, contre l'environnement, excusez, anti-immigrants et aussi autoritaire. On voit là où est-ce que ça bouge beaucoup. Trump, dans son cas, on le voit anti-environnement, anti-immigrants. Poutine se retrouve un peu à la croisée des chemins. D'autres, ils vont développer un style plus autoritaire. Par exemple, si on prend une démocratie ou des démocraties comme la Turquie ou l'Inde qui sont en train tranquillement de pencher vers des styles plus autoritaires. Encore là, de façon différente. La Turquie est en train de devenir beaucoup plus autoritaire que l'Inde qui est quand même une grande démocratie, mais là, depuis que Narendra Modi est au pouvoir, et notamment dans l'actuelle situation de la pandémie, il en profite pour dénoncer les minorités, notamment la minorité musulmane en Inde, et accentuer le sentiment nationaliste hindou chez les Indiens, on pourrait dire justement qui sont de confession hindoue, là, pour les mettre de plus en plus de son côté. Fait étrange, et c'est un peu là ici le titre, j'écris une affaire d'homme. On peut justement observer que c'est essentiellement des hommes qui se comportent de cette façon-là. Donc, est-ce à dire que les femmes sont moins enclines à tomber dans un style autoritaire, dans un style populiste? Ben, actuellement, c'est un petit peu ce qu'on observe. Puis il y a déjà des études qui ont été faites là-dessus par le passé, où on remarquait que les femmes, généralement, avaient tendance à être plus démocratiques, à être plus enclines à participer, on pourrait dire, à chercher un consensus parmi un groupe qui va discuter ensemble, des choses comme ça. Bon, ici, je ne veux pas naturaliser là, certains traits associés à un genre ou quoi que ce soit, mais c'est quand même juste pour remarquer que là, bien évidemment, on a affaire particulièrement à des hommes. Et la majorité d'entre eux aussi, c'est des styles très macho, qu'on pourrait dire, très masculins selon des standards, on pourrait dire, établis dans une idée assez convenue de la masculinité, comme on peut se la faire dans différents milieux. Donc, c'est ça. Puis on voit ces gens-là, ben, c'est souvent des gens qui sont hostiles à la démocratie, qui ont tendance à tirer leur État plus vers un pays autoritaire que on pourrait dire, augmenter la situation démocratique dans ces États-là. Donc, qui dit autoritarisme dit évidemment glissement vers système autoritaire, donc vers une forme de dictature. Euh, Ici, quand on parle de dictature, évidemment, on fait une référence à un système où il y a eu une prise de contrôle de la part d'un individu, souvent accompagné d'autres individus. Donc, il va y avoir un groupe de personnes qui vont appuyer cette personne-là pour saisir, s'emparer du pouvoir. Ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être plus soudain, par exemple sous l'impulsion d'un coup d'État ou d'une révolte, comme ça peut se faire progressivement, où là, on va être, par exemple, dans une situation de démocratie et
peu à peu, on va restreindre, désagréger les éléments de la démocratie pour tranquillement la transformer en système autoritaire. Et là, ce que ça va nous emmener à faire, ça va, pour ceux qui sont au pouvoir, ça va les emmener à restreindre les élections, restreindre les libertés individuelles, restreindre la contestation à l'intérieur de l'État même à l'égard de leur propre pouvoir. On va essayer de contrôler le plus possible une partie de la société. On va contrôler les groupes qui peuvent s'organiser et qui peuvent faire de la contestation politique. On va essayer de manipuler, sinon se saisir des différentes institutions dans la société pour avantager ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que généralement, dans une dictature, même si on a souvent tendance à parler d'un dictateur, on va avoir des gens qui vont le soutenir. Le dictateur, il ne peut pas être là seul. Il y a tout le temps des gens qui l'appuient et c'est souvent des gens qui profitent de ce système-là parce qu'ils vont avoir des postes importants à l'intérieur du système, parce qu'ils vont être bien payés, parce qu'ils profitent, par exemple, souvent d'un régime de corruption établi à l'intérieur du système qui va leur permettre de se maintenir là avec des privilèges et qui fait que tant qu'ils profitent de ça, ils ne veulent pas voir de changement, donc ils préfèrent le statu quo. Évidemment, généralement, tout ça se fait au détriment de la population, on pourrait dire, ordinaire, des gens ordinaires qui, eux, n'ont pas accès à ces privilèges-là, qui n'ont pas accès à des postes de pouvoir et qui font tout simplement ils subissent tout simplement ce qui se passe dans la société jusqu'au moment où ils décident finalement de se révolter. Et c'est là qu'on va assister des fois à des changements, mais ces changements-là peuvent être difficiles parce qu'évidemment, les dictatures vont appliquer de la répression politique, ils vont écraser les manifestations, ils vont procéder à des arrestations, des emprisonnements, voire même on peut aller jusqu'à l'élimination d'opposants politiques, des exécutions, des assassinats. Bon, là, ici, ça peut varier d'une dictature à l'autre, mais disons pour un portrait général, c'est ce à quoi on va assister. Si on regarde la démocratie, pourquoi le mot répété démocratie avec la botte, ben ça c'est un des aspects aussi des dictatures. Souvent les dictatures vont essayer d'avoir l'air des démocraties. Donc ils veulent prétendre autant à l'interne qu'à l'externe. On parle sur le plan international. Ils veulent donner l'impression aux gens qu'ils sont des démocraties. Personne n'est dupe, on le sait généralement quand on a affaire à une dictature, mais c'est un peu l'idée ici là, où de forcer la population à vouloir faire croire qu'on est une démocratie. Donc ça, c'est un peu le portrait d'ensemble, mais il faut regarder ensuite de ça un petit peu à quoi on a affaire comme modèle de dictature, parce qu'ils peuvent prendre des formes différentes à différents endroits sur la planète. Quand on parle de modèle de régime autoritaire, on peut parler essentiellement de 5 modèles différents. Il y a les systèmes communistes, évidemment, qui sont basés sur l'idéologie communiste. Il y a les systèmes théocratiques qui, eux, sont basés sur la religion. Le terme théo le dit. Il y a les dictatures militaires, qu'on va appeler des fois des juntes militaires, où là, c'est les militaires, ça le dit, qui prennent le contrôle de l'État et qui vont installer leur propre système. Et je vous dirais la majorité des dictatures auxquelles on a affaire actuellement, c'est des systèmes qu'on appelle personnels ou clientélistes, c'est-à-dire qu'il y a un leader qui s'impose et qui va rester là pendant longtemps et le système va évoluer un peu en fonction des aléas du leader et des gens évidemment qui l'appuient. Finalement, il y a les régimes totalitaires là, qui sont des particularités dans l'histoire. On en a connu 4 essentiellement, avec d'autres qui se sont approchés, mais ça, je vais l'expliquer un peu quand on va parler plus loin des régimes totalitaires en particulier. Mais on va commencer par expliquer les 4 premiers. Ben, on va commencer avec les systèmes communistes. Il y a eu quelques systèmes communistes dans l'histoire du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. La majorité sont disparus ou se sont transformés pour être quelque chose d'autre que strictement un régime communiste. Mais en fait, il faut établir certains éléments. Premièrement, bon, les systèmes communistes sont
le terme le dit, sont issus de révolutions avec l'intention de mettre en place le communisme tel qu'il était défini dans l'idéologie socialiste. Donc, évidemment, c'est des régimes à la base qui se veulent de gauche, d'extrême gauche, si on veut. Mais le problème, c'est que euh, les systèmes réellement communistes, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que souvent, on les a appelés comme ça, mais c'est des systèmes qui se disent socialistes. Par exemple, l'ancienne URSS, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les dirigeants soviétiques n'avaient jamais la prétention de dire qu'ils étaient communistes. Ils se disaient d'idéologie communiste et voulaient atteindre ça. Ils voulaient que la société atteigne le communisme, mais d'une certaine façon, ils ne sont jamais parvenus. Donc, une vraie société communiste, ça n'a jamais existé jusqu'à présent, du moins pas à notre époque moderne. Mais quand un système comme ça s'implante, c'est qu'évidemment, là, avec l'idéologie qui devient l'idéologie officielle, parce que là, il n'y a plus d'autres idéologies qui sont tolérées dans ces systèmes-là, on va vouloir transformer l'ensemble de la vie politique, économique, à l'image de cette volonté-là socialiste pour éventuellement atteindre le communisme. On a vu quel type de situation ça l'a créé. Généralement, ça a été assez désastreux au point qu'il a fallu apporter des réformes, essentiellement parce que, bon, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, mais l'idée du socialisme s'applique très mal avec un régime autoritaire. En fait, le socialisme tel qu'on devrait le connaître réellement, ça doit se faire sous la base, sur des bases démocratiques. Ça doit venir d'une réelle volonté de la population pour qu'il y ait quand même une possibilité de fonctionnement à ce niveau-là. Quand ça vient par le haut, c'est imposé par des gens qui veulent imposer leur idéologie, ben là, ça a tendance à créer toutes sortes de dérapages, puis on en a vu plusieurs dans le cas de ces États-là qui se sont revendiqués du communisme, notamment avec l'URSS qui est devenu un État totalitaire sous Staline et qui après ça est tombé dans une situation un peu de stagnation, qui s'est désagrégé pour finir par imploser d'elle-même à la fin des années 80, début 90 et finalement éclater, devenir, bon, aujourd'hui la Russie et les autres États qui l'entourent parce que à l'époque de l'URSS, c'était la Russie, mais c'était aussi plusieurs États qui sont actuellement autour de la Russie, comme l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, bon, je ne les nommerai pas tous, mais on en a plusieurs comme ça qui faisaient partie avant de l'ancienne URSS. Les États qui restent aujourd'hui, qui sont à prétention communiste, bien évidemment, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, on va en parler plus tard, il y a Cuba, le Vietnam et le Laos. Les trois derniers, on peut dire que il ne reste plus grand-chose de communiste là-dedans, outre le nom. La Corée du Nord s'est transformée en quelque chose de particulier. Et la Chine, ben, se veut encore communiste et se revendique encore de ça. Mais évidemment, encore là, ici, on a un drôle d'hybride parce que la Chine est devenue une économie essentiellement capitaliste, contrôlée par l'État, mais en même temps qui prétend à l'idéologie communiste et à la volonté d'avoir une société communiste. On va regarder justement la Chine un peu plus en détail. Juste avant de parler de la Chine, je fais une petite remarque parce que à certains endroits dans le monde, même si, notamment dans l'ancienne URSS, même si l'État, l'URSS n'existe plus aujourd'hui, il y a une certaine nostalgie dans une partie de la population. Par exemple, ben, on trouve en Géorgie, qui faisait partie avant de l'URSS, notamment des éléments à l'effigie de Staline. Vous voyez ici, j'ai un paquet d'allumettes en bois avec l'effigie de Staline. Ben, ça, entre autres, c'est lié au fait que Staline était géorgien d'origine et les Géorgiens ont fait un musée en Géorgie, un musée de l'URSS, mais aussi un musée sur Staline. Bon, ils ont encore une certaine admiration, on peut dire ce qu'on veut de ça, parce qu'évidemment, Staline est responsable quand même de la mort de plusieurs millions de personnes. Il est responsable aussi d'avoir mis en place un système totalitaire assez effrayant.
c'est questionnable, on pourrait dire, le fait de faire un musée en son honneur, ben bon, ça c'est, on n'a pas toujours les points de vue différents, on n'a pas toujours les mêmes points de vue quand on n'est pas de la culture et du lieu d'origine de ces personnes-là. Bon, regardons le cas de la Chine, de son vrai nom, la République populaire de Chine, qui va euh, exister, on pourrait dire, sous l'impulsion de la révolution avec Mao Tse-tung à partir de 1948. Donc, la Chine existait avant, mais on avait la Chine impériale avec l'empereur, tout ça. Mais à partir de 1948, un peu, tout ça a commencé avant. Il y a eu une guerre civile à l'intérieur même de la Chine. Et puis, finalement, Mao Tse-tung, avec des gens qui l'entouraient, arrive à prendre le pouvoir. Mao Tse-tung va diriger la Chine, il va en faire un système, lui aussi, totalitaire jusqu'à peu près sa mort en 1976. À partir de là, on va commencer à vouloir changer le système un peu et Deng Xiaoping, celui qui va le remplacer de 78 à 1992, va lancer des réformes économiques pour tranquillement amener une transition vers une économie de marché. Donc, on réalise que l'économie chinoise ne va pas si bien que ça, qu'on doit apporter des réformes, qu'on doit s'ouvrir et on va commencer à transformer la Chine comme on la connaît aujourd'hui en grande manufacture du monde et évidemment dans la deuxième économie. Ben bon, comme vous pouvez voir, ça va prendre quand même une quarantaine d'années pour arriver à ce résultat-là. Donc, le réel envol, la Chine, sur le plan économique, va se faire à partir des années 90, où là, on va connaître des taux de croissance jamais vus ailleurs dans le monde. On parle de 10% de taux de croissance par année. Et aujourd'hui, ben, on maintient quand même un rythme encore assez important. Et la Chine est en voie de devenir potentiellement la première économie éventuellement dans le monde en dépassant les États-Unis. Ce n'est pas encore fait, mais il y a des économistes, des spécialistes qui pensent que ça va être ça d'ici 2050 autour de ça, du moins environ. Le problème, c'est que la Chine reste évidemment un État autoritaire, et notamment depuis l'arrivée du dernier président chinois, Xi Jinping. Xi Jinping a apporté des changements à la Constitution qui vont lui permettre de rester au pouvoir à vie comme à l'époque de Mao Tse-tung. En fait, avant, on avait établi ça à 2 mandats pour pouvoir changer de président de la Chine, qui a une rotation, parce que la Chine, oui, le Parti communiste qui est en place, et c'est une grande organisation, le Parti communiste. Comme vous pouvez voir dans le tableau, c'est environ 80 millions de membres. Donc, sur une population d'à peu près 1,5 milliard, on a quand même 80 millions de personnes qui travaillent dans le parti. Donc, c'est beaucoup de monde, mais c'est la manière aussi en Chine d'accéder à certains statuts dans la société. En fait, si vous voulez, par exemple, étudier à l'université, occuper des postes importants, vous êtes obligé de faire partie du Parti communiste. Sauf qu'à partir du moment où vous vous embarquez dans le Parti communiste, bien, vous vous embarquez aussi dans des tractations politiques locales, mais qui peuvent vous emmener à obtenir certains privilèges, à obtenir des postes, à avancer à l'intérieur du parti, mais en même temps aussi, vous pouvez subir les foudres de certaines de purges internes, de critiques internes, comme c'est arrivé récemment, parce que Xi Jinping a voulu éliminer certains de ses opposants politiques à l'intérieur du parti, et il en a fait arrêter sous prétexte de corruption ou de contestation politique, et il les a fait emprisonner. Donc, c'est des manières dans ces régimes-là d'éliminer ses opposants. Et là, si on monte dans la structure, ben, vous voyez, quand on est rendu beaucoup plus élevé, on peut faire partie du comité central, là, qui est composé seulement de 200 membres. Et plus haut de ça, là, on est vraiment dans les hautes instances. On parle du bureau politique qui va être généralement composé de 19 à 25 membres. Et finalement, il y a un comité permanent dont fait partie généralement le président, entouré de ses principaux conseillers, qui va être composé de 7 membres. Donc, la Chine, c'est tout un fonctionnement, c'est toute une organisation à l'échelle du territoire. Évidemment, c'est très complexe avec une grande population à gérer, un grand territoire à gérer.
Il y a des contestations, mais actuellement, plutôt que d'assister, par exemple, à des réformes politiques qui ont déjà été demandées par la population chinoise par le passé, ben là, au contraire, on assiste à un resserrement à plusieurs niveaux et à un contrôle, disons, de toute forme d'opposition politique. En fait, il existe des camps de rééducation en Chine où on voit des gens être emmenés là, être emprisonnés. Il y a des gens, des opposants qu'on ne revoit plus jamais. On sait que la Chine applique encore aujourd'hui la peine de mort, mais on n'a aucune idée des chiffres sur le nombre de gens exécutés par année. C'est très, très, très gardé secret l'ensemble de ces statistiques-là qui peuvent avoir, qui peut y avoir à l'intérieur de la Chine. En fait, les seules statistiques auxquelles on a accès, ça va être les statistiques qui montrent la Chine sous un beau jour. Donc, ses performances économiques, les bonnes nouvelles qui peuvent en sortir. Et si on tolère des formes d'opposition politique, actuellement en Chine, ça va être par exemple pour des questions environnementales, parce qu'on sait que la Chine est affectée par les changements climatiques. Et on considère que si les gens s'expriment sans contester le gouvernement, mais s'expriment pour exiger, par exemple, une amélioration de l'environnement, on considère que ça peut être une soupape d'évacuation des frustrations de la population à travers des questions environnementales. Mais encore là, c'est très surveillé. Souvent, même des organisations de ce type-là qui peuvent se mettre sur pied vont être contrôlées par le parti politique. Donc, c'est un système quand même assez difficile, mais actuellement, il y a beaucoup de Chinois quand même qui adhèrent encore aujourd'hui. On arrive maintenant aux théocraties. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le terme le dit, théo, qui est rattaché à Dieu, donc fait référence à la religion, donc théocratie, système politique religieux dans ce cas-là. Donc, essentiellement, on parle d'un système politique qui est contrôlé, qui est détenu, en fait, où le pouvoir est détenu par des religieux. Euh, Si on veut comparer ça, on pourrait dire, par exemple, comme on vient de voir, le système communiste, c'est un peu semblable dans la mesure où là, plutôt que d'une idéologie, c'est la religion qui devient l'idéologie de l'État et qui est appliquée à l'ensemble de la population. C'est ce qui fait que là, on va parler d'une théocratie. Il n'y en a pas beaucoup actuellement dans le monde. En fait, essentiellement, il y en a une seule théocratie, une réelle. Bon, on parle de Rome à une certaine époque ou à certaines époques, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a eu pendant les années 90 l'Afghanistan des talibans, mais ça, c'est plus le cas présentement. On peut parler de l'Arabie Saoudite. Il y en a qui vont dire que c'est une forme de théocratie, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est un petit peu une erreur ici de dire ça parce que l'Arabie Saoudite est à la base une monarchie, donc elle est contrôlée par une royauté, une famille qui sont là depuis longtemps. Sauf que cette famille-là applique des lois fondées sur la religion, ce qui peut porter ici à la confusion. La réelle théocratie, où là on a des religieux qui sont au pouvoir, c'est l'Iran. On va voir justement comment l'Iran est structuré, parce que l'Iran, c'est quand même en même temps un cas particulier avec une histoire particulière. L'Iran, ça fait longtemps en fait que c'est une dictature. Sauf qu'avant 1979, on avait affaire à une dictature militaire où là, le dirigeant qu'on appelait le Shah, S-H-A-H, pas Shah, C-H-A-T, le Shah d'Iran, était un genre de général au pouvoir qui était là en fait depuis les années 50 et avant ça, c'était son père qui était dirigeant depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Suite à ça, les Iraniens se sont tannés de cette dictature-là et ils ont fait une révolution en 1978-79. Le problème, c'est que dans cette révolution-là, il y avait trois groupes. Il y avait des gens plus urbains, plus libéraux, même de tendance socialiste, qui voulaient créer une vraie démocratie en Iran, une social-démocratie un petit peu à l'image de ce qu'on avait à l'époque dans d'autres pays de cette région-là, qui, on pourrait dire, se libéraient un peu d'une ancienne situation, comme ceux qui se sont libérés comme les anciennes colonies qui se sont libérées de leurs colonisateurs. Il y avait ces gens-là, il y avait des gens plus conservateurs, plus nationalistes aussi, qui voulaient comme que l'Iran soit un État fort, tout ça. Et il y avait les religieux qui, eux, bien évidemment, prêchaient l'idée que l'Iran devait maintenir ses valeurs religieuses et devait créer une société
autorité religieuse. Le problème, c'est qu'au moment de la Révolution, les conservateurs nationalistes se sont alliés aux religieux et ont tassé les gens, on pourrait dire, plus socialistes, plus démocratiques, et ont mis en place une autre dictature, mais là, cette fois-là, une théocratie. Ici, on a une particularité quand même. Puis il faut donner ce qui revient à l'Iran, parce que l'Iran a quand même des éléments de démocratie. Si vous regardez le schéma, il est un peu séparé en deux au niveau des couleurs. Et toute la partie en rose, en fait, c'est la partie démocratique. Parce qu'en Iran, les gens vont vraiment élire un président à tous les 4 ans. Ils vont élire aussi un parlement qui va légiférer, qui va passer des lois. Sauf que toute cette partie-là, elle est contrôlée par l'autre partie à droite, qui est, elle, qui a à sa tête, qui est tous les religieux, le conseil de discernement, le conseil, l'autre conseil juste en dessous, avec le conseil des gardiens, et il y a le guide suprême, en fait, celui qu'on appelle l'ayatollah, qui est actuellement Ali Khamenei. Le vrai pouvoir est entre les mains de l'ayatollah. C'est lui qui a un regard sur à peu près tout, à travers aussi les organes qu'on voit. C'est lui qui a le contrôle sur l'armée, la police, les milices islamiques, il contrôle les médias, il contrôle les mosquées, il nomme les gens dans les mosquées. Donc, finalement, il y a énormément d'ascendants sur la société iranienne. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté, le gouvernement, le président et le Parlement ne peuvent rien faire, mais c'est tout le temps soumis à l'aval des religieux. Donc, ça doit tout le temps être des négociations. Ce qui fait que les raies partagées entre ceux qu'on va appeler les modérés, ceux qui vont tendance à faire, des fois, à amener un petit peu plus de réformes, et les plus conservateurs, là, ceux qui vont vouloir maintenir comme tel de crainte que le régime échappe à leur contrôle. Et pour les Iraniens, ben, la société est assez envahie par ceux qu'on va appeler les gardiens de la révolution ou dans leur langage à eux, les pasdaran, qui sont essentiellement un bras armé. Ils sont l'armée en même temps à la police. Ils sont une deuxième armée parce qu'il y a une armée iranienne, mais il y a cette armée-là aussi. Puis ils prennent beaucoup de place parce qu'ils ont pris de l'espace dans l'économie, ils ont des entreprises, ils sont comme un État à l'intérieur de l'État et tout ça sous le contrôle du guide suprême Ali Khamenei. Donc, ce qui fait que la société iranienne ben, est une drôle de société mi-moderne, mi-religieuse, avec beaucoup de contrôle, puis évidemment, ben, chapeautée par des lois religieuses là, qui ici nous sont moins familières. Dans le cas, ben, le terme le dit, l'Iran, c'est une république islamique, donc c'est l'islam qui est en vigueur, et c'est l'islam chiite. Ici, si vous n'êtes pas familier avec ça, il y a eu un schisme à un moment donné dans l'islam, comme il y a déjà eu dans la chrétienté. Et l'islam s'est séparé en deux grands mouvements, les chiites et les sunnites. Les chiites, on les retrouve principalement en Iran, en Irak, un petit peu alentour et quelques-uns ailleurs, mais sont plus minoritaires. La grande majorité des musulmans dans le monde sont sunnites. On ne va pas entrer dans les raisons pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quelle différence. On n'est pas là dans cette intention-là au niveau du cours, mais juste pour signaler qu'il y a quand même des séparations et ces gens-là ne s'entendent pas. Il y a souvent des conflits entre les chiites et les sunnites. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que l'Iran est la seule théocratie actuellement réelle dans le monde, mais c'est une drôle de théocratie avec certains éléments démocratiques, mais qui est en réalité vraiment une dictature. Le troisième type de dictature, c'est ce qu'on appelle les régimes clientélistes, les dictatures personnelles ou les démocraties en faillite. En fait, ici, on a affaire à tout à fait une dictature classique avec tous les éléments qu'on va y retrouver dans les autres. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie ou de religion en place. On a tout simplement un dictateur, des gens qui l'appuient. Et pourquoi on va parler de clientélisme, c'est qu'on va gérer aussi en fonction des alliances à l'intérieur de l'État. Donc, c'est souvent des régimes qui sont très corrompus ou une partie de la population, comme dans les autres dictatures, vont profiter du système aux dépens du reste, souvent le reste de la majorité de la population.
Globalement, la plupart des dictatures qu'on a actuellement dans le monde sont ce type de dictature-là. Il y en a eu plus avant, il y en a un peu moins maintenant, ça va varier, ça bouge, puis on les retrouve beaucoup dans les États du Sud. En fait, la plupart des États africains qui ne sont pas des démocraties, c'est souvent des dictatures de ce type-là. On en a un exemple avec la caricature, c'est Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, qui a été très longtemps au pouvoir. Puis là, ben, il y a un peu une blague qui était faite où là, il y avait des élections, voter Mugabe, mais vous voyez les choix sur le bulletin, c'est seulement lui. C'est un peu ça, puis ça exprime un peu l'image de la dictature personnelle, où là, on a un dirigeant qui est là très longtemps, tant qu'il ne sera pas débarqué ou qu'il ne meurt pas ou qu'il n'y aura pas de changement important à l'intérieur de l'État. Je vous ai mis, par exemple, sur le côté des certaines dates, c'est pas tout, mais c'est quelques-uns là, qui sont tombés, je vous dirais, plus récemment, comme Muammar Kadhafi en Libye, qui a dirigé de 1969 à 2011, Yahya Jammeh au Gambie, en Afrique, de 1994 à 2016, Mobutu Sese Seko, dans l'ancien Congo, qui est la République démocratique du Congo, de 65 à 97, Saddam Hussein, dont on a entendu parler à cause de l'invasion américaine en 2003, Bachar al-Assad, évidemment, en Syrie, qui est encore là aujourd'hui. Désolé, la date n'a pas été changée en bas, j'avais fait un petit oubli de ce côté-là, mais qui est actuellement encore en conflit, même si le conflit est un peu plus en dormance présentement. Donc, c'est des dictatures souvent assez brutales avec leur population, mais qui vont durer un certain temps, le temps souvent de la vie du dictateur en place, et après ça, ça va disparaître, soit pour être remplacé par d'autres, ou tout simplement parce qu'on va réformer le système et on va passer à une forme de démocratie. On va regarder un cas particulier, en fait, où là, on parle d'une démocratie qui s'est transformée, on parle d'une démocratie en faillite qui s'est transformée et qui se transforme encore en dictature, c'est le cas de la Russie. Comme exemple de démocratie en faillite, bien évidemment, on a la Russie. La Russie qui est passée avant 1991 de l'URSS, où là, le système communiste en place, je le mentionnais plus tôt, s'est effondré. La Russie est devenue une démocratie dans les années 90, avec à sa tête comme premier président Boris Eltsine. Elle reste une démocratie, mais il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes économiques, des problèmes de corruption assez importants dans la Russie, ce qui a fait que la population s'est vite découragée de cette situation. Puis on avait l'impression en Russie que c'était la faute de l'Occident. Ces problèmes-là, c'était l'Occident qui mettait de la pression pour créer une économie capitaliste, aller de l'avant, ce qui n'est pas faux non plus, ce qui est quand même arrivé, mais tout ça a créé plusieurs problèmes qui ont fait que en 99, ben Boris Eltsine commençait à être de moins en moins apte à diriger la Russie, notamment parce qu'il était alcoolique, puis ça commençait à apparaître de plus en plus. Et il a été remplacé par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir en 99-2000, il a promis aux Russes de lutter contre la corruption et il a réactivé un conflit qui avait humilié les Russes une première fois au début des années 90. C'était le conflit, la guerre en Tchétchénie. Les Tchétchènes, c'est un petit peuple qui est dans une province russe dans le Caucase, qui avait voulu faire sécession à partir de 1992. Il y avait eu une guerre avec l'armée russe. Les Tchétchènes avaient battu l'armée russe à ce moment-là. Et Poutine avait comme dit un peu, ben, on va se revenger, puis on va remettre les Tchétchènes à leur place. Ce qu'il a fait, il en a tué quelques 1 million selon les chiffres officiels, et il a à peu près rasé la Tchétchénie au complet. Donc, conflit réglé, on n'en entend plus parler aujourd'hui, 20 ans plus tard. À partir de là, Poutine s'est attelé sur deux choses. Premièrement, s'assurer du rayonnement de la Russie à l'extérieur, donc réaffirmer, on pourrait dire, la Russie comme grande puissance sur la scène internationale, parce que lui, comme beaucoup de Russes, avait l'impression que la Russie, tout d'un coup, était la risée de la scène internationale, que c'était un grand pays, mais avec peu d'influence. Donc, Poutine a voulu remettre la Russie sur la scène, donner une place importante pour que les Russes aient une capacité de négociation sur la scène
scène internationale et aussi une capacité d'influence. Donc, ça, c'est la première chose. À l'interne, ben oui, il a combattu une certaine corruption. Mais il en a créé une autre. Il a créé la corruption de son propre soutien, les gens qui sont avec lui, Poutine lui-même, sa famille, selon des journalistes, aurait siphonné beaucoup d'argent de la Russie pour la mettre dans leur propre coffre. Donc, il y a toute une situation là, qui n'est pas claire, dont on a des bribes, mais qui nous indique en fait que le régime est de plus en plus corrompu. En même temps, ben, on a resserré de plus en plus et éliminé autant que possible, on pourrait dire, tous les éléments de démocratie en Russie. Officiellement, il y a encore une démocratie, on tient encore des élections, il y a un parlement, il y a des députés élus, le président est élu, mais on a joué un peu avec les règles à l'interne pour que de plus en plus ça devienne une dictature. Et pour donner un exemple, la présidence était limitée à un mandat de 2 ans. Poutine s'est arrangé pour qu'on puisse donner autant de mandats qu'on veut à un président qui continue à se présenter à chaque élection. Donc, 20 ans plus tard, c'est encore Poutine qui est au pouvoir. Et évidemment, ben, il y a des Russes qui vont contester Poutine parce que notamment, on est à peu près certain que il y a beaucoup d'élections qui ont été trafiquer à son avantage. Cette contestation-là, on la voit de temps à autre avoir lieu, mais en même temps, il y a eu une répression assez forte en Russie. La police va intervenir. Il y a un contrôle des médias assez important qui se fait. On a même procédé à des assassinats, des arrestations. Les procès en justice sont souvent truqués parce qu'il va y avoir des juges, par exemple, payés par le pouvoir, à la solde du pouvoir, qui sont là et qui vont servir finalement les intérêts du pouvoir plutôt que les intérêts de la population. Bon, oui, il y a de la contestation en Russie, mais cette contestation-là n'est pas assez forte pour ébranler le pouvoir en place. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des Russes qui appuient Poutine. Il y a des Russes qui sont tout à fait contents de ça parce qu'ils ont l'impression que Poutine redonne à la Russie toute sa grandeur, qu'il a quand même amélioré un peu les conditions économiques des Russes, qui est vrai en partie, mais qui n'est pas parfait. Mais on pourrait dire que la Russie d'aujourd'hui n'est pas celle, par exemple, de 1995, où là, ça a beaucoup changé. Si vous allez à Moscou, Moscou est une ville moderne, plein de magasins, tout ça. Bon, là, dans le contexte de la pandémie, ça a changé un peu, puis il reste à voir quel impact ça va avoir sur le pouvoir de Poutine, mais actuellement, il est bien en selle et on pense qu'il va être là encore quand même un bon bout de temps, peut-être jusqu'à sa mort ou sinon sous pression d'une contestation politique beaucoup trop forte, mais on n'en est vraiment pas là actuellement. Quatrième modèle, ce qu'on appelle les dictatures militaires ou les juntes militaires. On ne passera pas trop de temps là-dessus parce que essentiellement, ben, comme tous les autres, on a affaire à des dictatures assez conventionnelles. Comme les dictatures de type clientéliste ou démocratie en faillite, on a affaire à des dictatures sans vraiment d'idéologie, seulement parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et se maintiennent au pouvoir. La seule exception aussi, c'est qu'on a affaire à des militaires. Donc, on a souvent des militaires qui ont pris le pouvoir, souvent par coup d'État, c'est-à-dire qu'ils vont renverser le pouvoir par la force, ils vont le saisir et ils vont établir leur dictature. Actuellement, dans le monde, il reste presque plus de dictature militaire. Ça a été je dis ça, c'est peut-être pas le bon terme, ça a été un peu à la mode pendant un certain temps, je vous dirais des années 50, 60, 70. Là, on avait eu plusieurs dictatures militaires un peu partout à l'échelle du globe. Notamment, on a eu une période où il y en avait beaucoup en Amérique latine, au Chili, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay. Donc, on a eu là des dictatures militaires qui, à un moment donné, ont tout simplement tombé d'elles-mêmes, où les militaires, d'un fois, ben, ils rendent le pouvoir au peuple. Ça arrive aussi, parce que ça va changer un peu, puis ça se transforme.
Il en reste une actuellement, la Birmanie ou le Myanmar, selon qu'on l'appelle. Les militaires sont là depuis 1962. Ils ont fait un peu de concession dans les dernières années à un élément démocratique, mais ça reste quand même eux autres qui sont en partie en contrôle du pays. Mais actuellement, il n'y en a pas beaucoup d'autres, un peu le Pakistan, sinon comme ça, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, ou ça me vient pas trop. Il y a un peu l'Égypte aussi. Ils ont été au pouvoir pendant un certain temps. Ils avaient été débarqués dans tout le vent du printemps arabe. Et là, ils ont repris une partie du pouvoir et ils se maintiennent depuis ce temps-là. Donc, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Je ne vais pas en rajouter puisqu'on a déjà fait le tour là, des autres éléments qui correspondent aussi à ce type de dictature-là. Reste finalement le totalitarisme comme cinquième modèle, on pourrait dire, où là, on a un modèle quand même exceptionnel. Euh, le totalitarisme, c'est pas tant une forme de dictature qu'on met en place ou qui se met en place sur le moment, mais c'est plutôt l'évolution d'une dictature très particulière qui va devenir un totalitarisme et qui par la suite peut redevenir une dictature plus conventionnelle. Donc, première des choses, le totalitarisme, c'est un produit du 20e siècle. Ça n'avait pas existé avant, puis c'est vraiment intrinsèquement lié aux idéologies politiques modernes. Donc, comme on a connu dans l'histoire, il y a eu deux types de totalitarisme. Il y a eu les totalitarismes des régimes communistes et il y a eu le totalitarisme des régimes fascistes, notamment celui d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie. Donc, quelle est la différence si on compare par exemple avec ce qu'on voyait comme régime communiste? Quelle est la différence avec les totalitaristes? C'est que là, ici, on va beaucoup plus loin. Premièrement, avec l'idéologie, on a une vision de la société. On veut atteindre un modèle dans lequel on se projette. Donc, pour atteindre ce modèle-là, le pouvoir doit intervenir dans la société et mettre en place, selon la définition du pouvoir en place, selon le gouvernement, qu'est-ce qui est bon pour la société, qu'est-ce qu'on doit faire pour transformer cette société-là. Donc, ce que ça fait, c'est que les régimes totalitaires, ils vont prendre en charge l'ensemble de la société. Ils vont intervenir dans à peu près toutes les sphères de la vie des gens. Donc, dans l'éducation, les sports, l'art, l'architecture, les médias, l'économie, la politique, tout, on va intervenir partout. Souvent aussi, c'est que ça va se créer autour de l'image d'un chef, c'est-à-dire qu'on va développer un culte de la personnalité. On le voit dans le cas des trois principales dictatures totalitaristes qu'on a connues, celui de Mao Tse-tung, celui de Staline en URSS et évidemment celui d'Adolf Hitler en Allemagne nazie jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a aussi une admiration autour de la personne qui se développe. La personne, elle devient comme le symbole de l'idéologie, le symbole de la société à atteindre et ce symbole-là ben, devient aussi l'image pour la population qu'on doit suivre. Puis, regardez comment ça peut être fort. Je vais vous donner un exemple. On sait que Staline est responsable de la mort de millions de personnes. Il a fait des purges, il a créé des famines, il a envoyé du monde en guerre. Bien là, évidemment, il se défendait contre l'Allemagne nazie à cette époque-là. Mais au total, on peut attribuer au moins une vingtaine de millions de personnes qui sont mortes des décisions de Staline et de ceux qui l'entouraient, de l'ensemble du Parti communiste. Bien, quand Staline est mort en 1953, ben, il y a des centaines, des milliers de gens qui ont défilé devant son tombeau en pleurant. On l'appelait à l'époque le petit père des peuples parce que l'URSS était une grande mosaïque de plein de peuples différents. Ben, les gens avaient une admiration envers Staline. Et souvent, les exactions qui étaient commises par le régime, tout ce qui se passait, ben, les gens avaient la réaction, avaient tendance à dire ah, si Staline était au courant, il ne laisserait pas faire ça. Puis on attribuait tout le temps ça à des actes de cas isolés de gens qui déformaient les ordres ou qui déformaient ce qui était demandé par le pouvoir central. Euh, Là, dans le cas des deux régimes communistes, ben, le totalitarisme est un peu tombé avec la mort des dirigeants. Dans le cas de l'Allemagne nazie, ben, là, on sait ce qui est arrivé avec l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, là, c'est un peu différent parce que c'est comme si le régime n'avait pas eu le temps de se rendre
au bout de ce qu'il avait à faire. Hitler n'est pas mort d'une mort naturelle, il s'est suicidé. Donc là, c'est un cas un peu différent. C'est les trois principaux qu'on a connus dans l'histoire. Il y en a eu d'autres régimes qui, des fois, ont tendance à tendre vers le totalitarisme, mais elles ne le deviennent pas complètement. Le seul qu'on a qui se comporte encore comme ça, qui est peut-être pas aussi puissant en image que les trois autres, mais qui existe encore actuellement un peu sous cette forme-là, c'est la Corée du Nord qu'on va justement regarder dans le prochain diaporama. La Corée du Nord est quand même un drôle d'oiseau dans cette panoplie de régimes totalitaires. Bon, un peu en même temps que la Chine, la Corée du Nord va devenir celle qu'on connaît aujourd'hui à partir de 1948, où là, on va créer un régime supposément socialiste, mais qui va créer un conflit, qui va être la guerre de Corée, parce que la Corée va se diviser en deux, le nord, le sud, comme on connaît aujourd'hui, et il va y avoir un conflit entre 1950 et 1953, dans lequel l'ONU va être appelée à intervenir. Il va y avoir une coalition d'États avec leur armée qui vont intervenir là-bas, premièrement contre l'armée nord-coréenne, mais après ça aussi contre la Chine, encore aujourd'hui, va protéger la Corée du Nord à cause de son régime, mais aussi à cause de sa sphère d'influence. Donc, on a affaire là à deux éléments particuliers. Premièrement, un régime de type communiste, on dit de type stalinien parce que vraiment on établit un totalitarisme qui est encore en vigueur aujourd'hui. Mais aussi, en même temps, on a une espèce de monarchie parce que là-bas, le pouvoir se distribue de père en fils. Donc, on parle de la dynastie des Kim, le premier qui est le grand-père aujourd'hui, dans le fond, Kim Il-sung, qui est décédé en 1994. Il a été remplacé par Kim Jong-il de 1994 à 2011 et actuellement, c'est Kim Jong-un, pas un, comme certaines journalistes avaient dit. C'est Kim Jong-un qui est là, qui est le petit-fils de Kim Il-sung, finalement, qui dirige actuellement la Corée. Donc, c'est une affaire de famille, contrairement aux autres régimes totalitaires où là, on avait changé, puis on nommait des gens, on les votait à l'intérieur du parti. Là, ici, il n'y a même pas de vote comme tel. C'est la famille qui s'est établie, c'est la famille qui reste au pouvoir. Actuellement, même si on a eu des images et des documentaires là-dessus, on peut les regarder et on voit que c'est un régime très, très, très fermé. C'est très difficile d'aller en Corée du Nord. C'est extrêmement difficile ou presque impossible pour les Nord-Coréens de pouvoir en sortir. Il y en a qui ont réussi à sauver, d'où des fois des témoignages de l'existence, par exemple, de camps de travail où il y a beaucoup de prisonniers, évidemment d'exactions qui sont commises, mais la population est complètement soumise à une forme de contrôle. Tout récemment, en fait, on fêtait cette année le 50e anniversaire du régime en place. On a fait des grandes parades, tout ça, et on voyait des images, là, les gens qui pleuraient là, devant toute la symbolique de leur État. Et ça, c'est assez typique là, des régimes totalitaires parce que les gens sont un peu embarqués dans toute cette logique-là. Pas tous, puis évidemment, il peut y avoir de la contestation, mais c'est extrêmement difficile de contester ces pouvoirs-là parce que vous êtes toujours surveillé de toutes les manières possibles. La Corée, bien évidemment, est enfermée comme ça. Elle éprouve des problèmes. Ils ont déjà eu des problèmes de famine au début 2000. Les autres pays ont été obligés d'envoyer de la nourriture pour aider la Corée. Mais en même temps, la Corée dépense beaucoup ailleurs, notamment elle investit beaucoup dans le militaire. Ils essaient de développer. On sait qu'ils ont l'arme nucléaire aujourd'hui, même s'ils disent qu'ils ne l'ont pas tout à fait, mais ils font des tests de missiles. Et là, ils ne se gênent pas non plus pour les montrer, ces missiles-là. Ils en ont de toutes les formes, les grandeurs qu'on peut imaginer. Donc, c'est une armée quand même assez importante qui est toujours un peu là, un peu menaçante pour la région, notamment le Japon craint beaucoup la possibilité d'une expansion ou d'une volonté d'expansion de la Corée, mais en même temps, la Corée se tient relativement tranquille parce que d'un point de vue, on pourrait dire comparé aux autres ailleurs, ils sont un tout petit pays, puis la Chine a tendance à vouloir maintenir la Corée, on pourrait dire, en laisse et à
s'en servir quand c'est dans son intérêt et quand c'est dans son intérêt de la garder tranquille, ben, de les garder un peu plus tranquille. Donc, on en est là. On ne sait pas exactement ce qui va arriver de ce régime-là, mais tant que Kim Jong-un est en vie, on peut supposer que c'est lui qui va rester à la tête de l'État. Ça sera à suivre. Il va sûrement y avoir une évolution, des changements. Des fois, il y a des moments un peu plus pacifiques. On a tendu la main il n'y a pas si longtemps à la Corée du Sud, mais c'est toujours un peu une espèce de bras de fer entre les deux États et avec le reste du monde sur la position de la Corée du Nord par rapport au reste de la planète. Donc, c'est ce qui termine en fait notre exposé sur l'ensemble des dictatures. C'est ce qui termine aussi notre premier bloc de cours pour la mi-session. On va passer à d'autres thèmes à partir dans 2 semaines. Donc, sur ce, bonne semaine, bonne préparation à tous pour l'examen et à bientôt.